Bonsoir et bienvenue. Il n'est pas encore tout à fait 18h30, mais on est bien là en direct dans le studio de Boursorama pour ce webinaire dédié à Onward. Onward, c'est une medtech aux racines françaises créée en 2015 et dont l'objectif est de redonner de la mobilité aux para et tétraplégiques et dont le produit le plus avancé fait l'objet d'une demande de mise sur le marché auprès de la FDA, l'autorité de santé américaine, avec une décision qui pourrait tomber d'ici la fin de l'année. Onward, je le disais, c'est une medtech aux racines françaises, mais domiciliée aux Pays-Bas, avec l'essentiel de ses effectifs à Lausanne en Suisse, un bureau aux États-Unis et une double cotation sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles. Et bien demain, elle sera aussi, et c'est aussi là la nouvelle, sur Euronext Paris en complément de ces deux autres cotations. Alors pour parler d'Onward, de ses ambitions, des développements cliniques en cours, mais aussi de la façon dont la société approche la phase commerciale, j'ai avec moi ce soir Jocelyne Bloch, neurochirurgienne et cofondatrice d'Onward. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. À ses côtés, Grégoire Courtine, neuroscientifique et cofondateur de la société. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alexandre Casto, directeur de la stratégie et du business développement. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurent. Et Dave Marver est avec nous ce soir, président d'Onward. Bonsoir Dave. Bonsoir Laurent. Bon, Dave qui nous dit quelques mots en français mais qui fera ses interventions en anglais. Pas de panique, ça durera une petite partie du webinaire et puis ce sera sous-titré sur le replay. Restez avec nous, vous allez voir. En plus, on m'a dit qu'il parlait un anglais parfait, c'est extrêmement simple à comprendre. Donc restez bien avec nous pour cette première partie. Trois grandes parties, on l'a vu, trois grands blocs dans ce webinaire, une présentation de la société, le point complet sur la science, parce que vous allez voir qu'il y a à en dire derrière Onward et les développements cliniques en cours, et puis bien sûr, je le disais, la stratégie, le focus sur la stratégie commerciale. Bien sûr, ce moment d'échange, c'est le vôtre. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir à l'équipe d'Onward. On consacrera un temps à la fin de la présentation afin d'y répondre. Et avant justement de laisser la parole à Dave Marver pour nous présenter Onward, eh bien une petite vidéo qui va vous raconter en images l'impact que la technologie et la science d'Onward. Alors on me dit qu'il y a un petit problème sur la vidéo, peut-être qu'on la passera plus tard, alors c'est pas grave, on va tout de suite commencer avec l'introduction, la présentation de Dave Marver. Dave, could you tell us, could you give us in a few words your insight, your conviction about Onward and what its great ambition? Merci Laurent. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Great. Je vais parler anglais ce soir. Oui. Désolé. Bon, next time we'll do that and you Prochaine fois. French. Prochaine fois, Great. Laurent. Okay, so Onward was founded in 2015. We have 100 people. As you said, we're headquartered in the Netherlands, but most of us are in Switzerland, and we have strong French roots. We have a growing U.S. presence, and indeed, we had our IPO, or Introduction de Bourse, in Amsterdam and Brussels in late 2021. Okay. And we're currently followed by 5 equity research analysts. D'accord, donc 5 analystes suivent la valeur. Je traduis un petit peu en... Exactement, Voilà. including the French-based Brian Garnier Okay. and an American bank called Stifel. Okay. So we're moving up the food chain in terms of the banking coverage. We have 3 purpose-built neuromodulation platforms, and they all stimulate the spinal cord to restore movement and other functions after spinal cord injury. I'm holding them here. This is ARC-EX. On va en parler, d'ARC-EX. We also have ARC-IM, which is fully implanted, and we've been combining this with a brain-computer interface from Grenoble, from CEA Clinitech. This is called ARC-BCI. These are our platforms. We're a very innovative company, Laurent. We have 10 FDA Breakthrough Device Designation Awards and over 270 issued patents worldwide already. Ouais. Really remarkable for an emerging company. 10 breakthrough device, donc ça c'est une procédure par laquelle la FDA simplifie l'accès, notamment les échanges avec elle, parce qu'elle considère que les traitements sont extrêmement innovants ou les dispositifs extrêmement innovants. Most companies at our stage would be delighted to have one. Yes. We have 10. We have 10. Okay. We also have made significant progress in our clinical trials. We've completed 1 pivotal study successfully. Those results were published in Nature Medicine. And we have also significantly de-risked our second indication by introducing positive top-line results for that. That's for ARC-IM. And importantly, we're launching into a large total available market, and it's a very good time to engage with the company because we're on the cusp of commercialization. We're transitioning from a development stage company to a commercial company. We expect to release
this product, ARC-EX, after FDA clearance in the fourth quarter of this year. Voilà, donc 4e trimestre de cette année. Avec un premier lancement commercial envisagé, et il a expliqué, Dave, la transition d'une société de développement clinique dans une société commerciale. Merci. Voilà, thank you Dave for this presentation. Bon plaisir. Je vais maintenant me tourner vers vous, Alexandre, et vers aussi les deux cofondateurs de la société, parce que, je le disais, la promesse d'Onward, c'est aussi cette promesse scientifique. On parle de science-fiction, on parle de progrès incroyables, et on avait envie de rentrer avec vous dans la science, dans la technologie, et dans ce qu'elle permettait notamment aux patients, parce que c'est aussi ça l'objectif final, Alexandre. Tout à fait, Laurent. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 3 différentes plateformes, et je vais demander à Grégoire et Jocelyne de vous donner un peu plus de détails. Ah oui, on veut tout comprendre. Exactement, c'est le but. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions aussi pour les téléspectateurs. En commençant par du coup le premier dispositif, c'est un système externe qu'on appelle ARC-EX, qui stimule de manière non invasive la moelle épinière. Alors comment ça marche ? Vous avez un stimulateur donc externe qui est relié à des électrodes qui sont collées sur la peau. Alors là, sur la photo, vous voyez donc le stimulateur au centre de l'écran, et sur l'image, vous voyez que les électrodes sont collées au niveau cervical. C'est parce que les électrodes sont collées au niveau de la fonction que l'on souhaite rétablir. Et là, le niveau cervical, c'est pour la fonction des bras et des mains. Et ensuite, donc vous avez sur la droite de l'image un programmateur, qui a la forme ici d'une tablette, qui permet aux professionnels de santé de paramétrer la stimulation. Montré comme ça a l'air extrêmement simple. C'est... Alors, pour le patient, encore une fois. La grande force de ce dispositif, c'est que la manière dont on stimule la moelle épinière, on a des ondes de stimulation qui sont brevetées par Onward, justement, qui permettent de pénétrer dans la moelle épinière et d'aller activer des fibres spécifiques qui permettent d'augmenter la fonction résiduelle des patients. Et grâce à ça, des gens qui ne sont pas capables de faire des mouvements vont améliorer leur force, leur précision, s'entraîner, et à travers ce processus de réhabilitation, on voit une récupération neurologique qui n'est plus dépendante de la stimulation, c'est-à-dire qui est permanente. Le corps reprend un petit peu la main après, grâce à cette... Et nonobstant des lésions de plus de 10 ans parfois. Donc des gens qui pendant 10 ans ont été paralysés, qui après seulement 2 mois de réhabilitation 3 fois par semaine avec cette stimulation, permettent d'ouvrir leurs mains, de tenir un verre, c'est d'avoir une vraie augmentation de la qualité de vie. Et donc, pour corroborer ce propos, en fait, on va parler exactement des résultats qui ont été obtenus sur l'étude pivot de cette première plateforme. Ce que je souhaiterais dire déjà, avant d'en arriver là, c'est que c'est un marché significatif. Donc, notre première indication, ce sera la force et la fonction des mains et des bras. Et donc, on considère qu'entre les États-Unis et l'Europe, il y a environ 200 000 personnes qui sont éligibles à cette thérapie. D'accord. Ça représente un marché de plus de 5 milliards d'euros. Et les résultats donc, de l'étude pivot qui ont été publiés dans une revue scientifique de premier plan, Nature Medicine, ont montré que 90% des participants avaient eu une amélioration soit de la force, soit de la fonction de leurs bras et de leurs mains. 87% des participants ont eu une amélioration de leur qualité de vie, et on a réussi à avoir des améliorations jusqu'à 34 années après la lésion. C'est ça qui est dingue. Plus de 10 ans après, des gens qui, j'imagine, devraient se retrouver sans espoir de traitement, tout d'un coup se voient offrir une solution pour retrouver de la mobilité. Et comme le disait Dave dans son introduction, c'est vraiment pour la première fois le premier essai pivot dans l'histoire de la médecine, de lésions de la moelle épinière, qui réussit à démontrer l'efficacité et l'aspect sécuritaire d'un dispositif médical. Il n'y avait rien avant ? Il n'y avait rien, c'est pour la première fois. D'accord. Ça veut dire qu'on rentre maintenant dans un marché où il n'y a pas de concurrence. C'est la première thérapie qui va sans doute être validée par la FDA, qui a quand même un landscape extrêmement différent par rapport à d'autres compagnies où il y a beaucoup plus de compétition dans la neuromodulation, comme la douleur par exemple. Donc ça, c'est pour ARC-EX. C'est ARC-EX tout à fait, qui est donc le premier produit pour lequel on s'attend à avoir un lancement commercial d'ici la fin de l'année aux États-Unis et à l'horizon 2025 en Europe. Bon, là, c'est la FDA qui va... On pourrait se demander, Alexandre, pourquoi les États-Unis en premier ? Peut-être parce que c'est le plus gros marché, puis que ça va, il faut le dire, peut-être toujours un petit peu plus vite. Oui, exactement. Ce sont 2 raisons. Disons que l'entreprise avait aussi, comme vous l'avez dit, une désignation de dispositif innovant déjà de la FDA, qui permet toujours d'avoir un processus intéressant. Et effectivement, c'est aussi le plus gros marché. Pour nous, c'est vraiment important de servir
l'Europe également, et c'est pour ça qu'après le lancement aux États-Unis, nos efforts se concentreront très vite. On a déjà commencé des discussions avec des organismes européens pour faciliter justement la transition vers le CE marking. Bon. À partir de programmes prioritaires. Avoir le fameux label CE, hein, c'est voilà, comme ça que ça marche. C'est l'idée. Okay. On va passer à l'autre dispositif. Avant, on a retrouvé la vidéo. Bah oui, tout arrive dans les webinaires. Alors justement, c'est l'occasion de revenir, parce qu'on le mesure peut-être pas bien en France, mais sur le lancement et l'impact qu'a eu le lancement de ces dispositifs et le traitement médiatique assez incroyable qui en a eu lieu. Il y a une vidéo qui va vous rappeler tout ça, et c'est maintenant, puisqu'on l'a récupérée. Tonight, there's news of an incredible scientific breakthrough that gave a paralyzed man the ability to walk naturally again using his thoughts. This breakthrough sounds like science fiction, but it's real. Impressive is only putting it mildly. That's right. Researchers in Switzerland developed technology that linked his brain and his spinal cord. So this breakthrough holds special significance for you. It does, Michael. My dad was Christopher Reeve, and he suffered a spinal cord injury in 1995. I wish he were here today to see how far the research has come. It works like this. When Oskam thinks about taking a step, a brain implant picks up the signals and sends them to a computer strapped to his back. A computer analyzes them to predict how he wants to move, and then messages electrodes implanted in his spinal cord that allow him to make those movements. Researchers are saying this is the first successful procedure of its kind, AI being used as a thought decoder. We re-establish this communication with a digital bridge that transforms the thought into action. He was so fast that the very first day we asked him to stand up and to do a few steps, and it worked. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips. We were all in tears. And that gives me a lot of freedom, which I didn't have with previous therapy. His small steps, a potentially giant leap for patients with spinal cord injury. A digital repair of the spinal cord. It is remarkable. Congratulations to you both. I think you're going to really change so many lives. Voilà, elle le dit, la présentatrice. Hein. On dirait de la science-fiction. Et puis, quel plus bel hommage que le fils de Christopher Reeve, d'après ce que j'ai compris, qui est là pour parler de ce device et expliquer combien son père aurait été heureux de le voir. Voilà, on a parlé d'ArcX. Peut-être qu'on peut passer, Alexandre, à ArcIM, parce qu'on l'a dit, hein, ArcX, ce n'est pas le seul de vos produits. Tout à fait, tout à fait. Le deuxième produit, donc ArcIM, que vous voyez... Donc ici, vous avez ce qu'on appelle en anglais un IPG, Implantable Pulse Generator, qui est un neurostimulateur. Et avec Jocelyne, juste ici, vous voyez une électrode. Une électrode, tout à fait. Et donc, la manière dont ça marche, là, alors c'est cette fois un dispositif implantable. Hein. Et donc, il y a un neurostimulateur qui est implanté au niveau abdominal. D'accord. Il est relié à l'électrode qui, elle, est implantée sur la moelle épinière. Donc la stimulation se fait là aussi au niveau de la zone, de la fonction que l'on souhaite rétablir. On va parler tout à l'heure de la pression artérielle, donc ça c'est la région thoracique. Et ce que vous voyez sur les images en plus, c'est un hub qui permet donc de charger le neurostimulateur et de lui envoyer les paramètres de stimulation, et un programmateur donc que vous avez sous la forme de tablette pour les professionnels de santé, pour permettre de régler les paramètres de stimulation, et une montre connectée qui permet aux patients d'ajuster aussi les paramètres dans un certain cadre défini par le professionnel de santé selon son expérience. Ah, c'est très connecté tout ça, hein. C'est véritablement une merveille de technologie. Comment ça se passe au niveau notamment de l'implantation? C'est quelque chose de long, de compliqué, ou c'est plutôt simple, Jocelyne? Alors, c'est une chirurgie qui existe déjà depuis les années 80, ouais. En fait, qu'on utilisait avant tout pour traiter la douleur. Donc, une électrode, on fait une petite fenêtre entre deux vertèbres, puis on va pousser cette électrode sur la région sélectionnée pour ensuite, comme le disait Alexandre, connecter les câbles à ce stimulateur. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup de recul et on sait que c'est une chirurgie qui n'a pas beaucoup de risques. Dans notre situation précise, on a quelques changements, disons, de programmation, vu que, comme le disait Alexandre aussi, l'importance, c'est de viser les bonnes racines nerveuses pour faire marcher quelqu'un. Eh oui, c'est ça, oui. Donc, il y a vraiment une précision importante à avoir. Trouver les bonnes zones à activer. Exactement, pour mettre l'électrode au bon endroit. Donc, on a développé toute une technologie aussi pour aider le chirurgien à mettre ça au bon endroit.
Donc ça, c'est la chirurgie. Le patient se remet très vite de cette chirurgie et on peut rapidement aussi débuter la réhabilitation après. Bon. Ça, notre grande force, c'est vraiment la précision de la stimulation. Donc Jocelyne place ses électrodes vraiment au bon endroit. Donc c'est la spécificité spatiale pour activer par exemple un fléchisseur de la hanche, un extenseur du pied, etc. Et puis après, la grande force de Onward, c'est qu'on a compris comment ajouter l'aspect temporel. C'est-à-dire on va stimuler non pas seulement au bon endroit, mais aussi au bon moment, de sorte à activer la moelle épinière comme le cerveau le ferait naturellement pour marcher. Et en bonne séquence, c'est ça quand je comprends. Voilà. Ouais. Donc on parle vraiment d'une stimulation qu'on aime à dire biomimétique, parce qu'elle respecte les opérations naturelles du système nerveux central. Bon, très clair. Quelles sont les indications? Je crois qu'il y en a 2 pour ce dispositif. Tout à fait. Avec la première sur la pression artérielle. Déjà, on parle de mouvement, de marche. Là, on se dit, tiens, on parle de pression artérielle. Quel est le rapport entre les deux? Moi, je suis un peu perdu. Oui, en fait, on va parler des deux. On va d'abord parler de la pression artérielle. Ensuite, on va parler de la marche. Oui. On parle d'abord de la pression artérielle parce que c'est effectivement la première indication que nous souhaitons lancer pour ce système ARC-IM. Pour cela, on vise l'horizon 2026-2027. Là aussi, un marché significatif, donc vous voyez les chiffres sur l'écran, donc près de 7 milliards d'euros, 215 000 personnes aux États-Unis et en Europe. Mais je vais demander à Jocelyne en fait, de vous expliquer. À quoi ça sert là? Faut Je suis d'accord avec vous que quand quelqu'un a une lésion de la moelle épinière, on a l'habitude de le voir en chaise roulante, atteinte motrice, il ne peut pas marcher. Mais la moelle épinière ne véhicule pas uniquement des informations motrices, mais aussi sensitives et aussi ce qu'on appelle du système autonome. Vous savez, quand vous avez peur, le cœur bat, quand on transpire, tout ça, c'est le système autonome qui est aussi véhiculé à travers la moelle épinière. Donc après une lésion surtout haute de la moelle épinière, les personnes ont des gros problèmes à réguler leur pression artérielle. Donc ça, c'est le système autonome. Et nous, on a trouvé l'endroit qu'il faut stimuler pour rétablir cette régulation. Alors qu'est-ce qu'on a quand on n'a pas de pression artérielle? La pression artérielle chute basse, de tension, chute de tension, on est mal. On a peu d'énergie tout au courant de la journée. On mange un peu, on a besoin de faire une sieste. Vraiment un manque d'énergie qui est extrêmement dur à vivre pour des personnes qui ont une lésion de la moelle épinière. Et on peut utiliser de la pharmacologie pour traiter ces problèmes d'hypotension, mais il y a des effets secondaires. Et puis en plus, on a du mal à les titrer, parce qu'ils ont des effets qui varient dans le temps. Bon voilà, et 215 000, quand je regarde effectivement la slide qui doit défiler sur vos écrans, patients potentiels qui pourraient là aussi voir leur confort de vie grandement amélioré avec cette meilleure régulation. Ça c'est la première indication, la plus rapide, peut-être plus simple que celle qui arrive après, Alexandre, qui est sur la marche, qui est plus exigeante, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Enfin, je laisserai Jocelyne commenter, mais c'est sûr qu'il y a, on va dire, moins de réhabilitation qui est requise pour la pression artérielle. Ce que je souhaiterais dire quand même, juste en dernier point sur la pression artérielle, c'est à quel point l'impact peut être énorme. Je pense que, Jocelyne, tu veux parler de l'exemple, par exemple, d'une participante qui s'évanouissait un nombre incalculable de fois par journée et qui aujourd'hui a repris, je crois que c'est son doctorat, Jocelyne. Absolument, donc elle a repris une vie normale. Bien entendu, elle est en chaise roulante, mais elle a repris son taux d'énergie normal. Et ça, c'est vraiment dans l'immédiat. Mais on voit aussi à long terme que ça a aussi des conséquences sur le système cardiovasculaire. Donc le fait d'avoir une pression bonne, mieux régulée, il y a moins de problèmes au niveau cardiovasculaire dans le long terme. Bon, première indication dans la pression artérielle, et on voit combien c'est important. Et la suivante, peut-être la plus impressionnante, c'est effectivement dans le fait de pouvoir se tenir droit et de marcher. Tout à fait. Et ça, c'est assez incroyable, on peut le dire. Là, on va dire, c'est ce qui fait souvent le plus parler. Là aussi, c'est plus de 200 000 personnes, là, 222 000 personnes entre les États-Unis et l'Europe. Mais là, je vais laisser en fait Grégoire vous raconter tout simplement ce qu'on a appris, parce qu'on a déjà eu des études, des études cliniques sur cette indication. On a déjà eu 3 publications dans des revues scientifiques de premier plan, Nature et Nature Medicine. Donc Grégoire, qu'a-t-on appris? Des tonnes de sujets dans les journaux télé, on peut le rajouter. Alors, la récupération de la marche, c'est vraiment l'ADN d'Onward. Elle a été fondée, cette compagnie, en 2015 pour justement créer une thérapie pour développer la mobilité. Donc, en 2012, on avait juste le rat paralysé qui remarchait. On avait compris les mécanismes. On a opéré cette transition vers le premier patient avec Jocelyne. Grand moment en 2016, lorsque David a fait ses premiers pas. C'est cette publication de 2018. Et là, on a beaucoup compris des limites des technologies existantes. Et c'est ça qui a permis à Onward de faire ces nouveaux champs d'électrodes, ce nouveau stimulateur, cette intelligence artificielle qui va aider à la programmation. Donc bien sûr,
des développements beaucoup plus compliqués qui ne le sont pour la pression artérielle, mais qui apportent cette précision, comme on l'a dit avant, stimuler au bon endroit et au bon moment pour permettre à des patients de tenir debout, de marcher, de faire des mouvements volontaires de leurs jambes paralysées. Et les publications suivantes sont vraiment la démonstration que ces nouvelles technologies effectivement fonctionnent, sont plus efficaces. Et puis ensuite, on a même montré les mécanismes cellulaires et moléculaires qui permettent aux patients de récupérer. Bon, et on précise effectivement que ces titres dans lesquels vous avez publié sont des références dans leur domaine, donc là aussi c'est un beau gage de crédibilité. Alexandre, il y a la marche pour les gens qui ont eu une lésion de la moelle épinière, mais il y a aussi une indication pour les gens qui auraient la maladie de Parkinson. Avant d'en parler, je crois qu'on a une vidéo. Est-ce qu'elle est là, la vidéo, en régie ? Alors, on me dit qu'on n'a pas de vidéo. Décidément, c'est compliqué les lancements de vidéos. Alors, c'est pas grave. Eh ben, on va prendre notre temps. On va expliquer comment ça pourrait marcher pour quelqu'un. Oui, Jocelyne. Disons que dans la maladie de Parkinson, ce qu'il faut savoir, qu'on a beaucoup de traitements déjà disponibles, hein, des médicaments, la stimulation cérébrale profonde. Mais souvent, quand la maladie évolue, les personnes ont aussi des troubles de la marche. Et pour ces troubles de la marche, on n'a pas grand-chose. Et c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas appliquer ce qu'on a développé sur les lésions de la moelle épinière dans les troubles d'autant que la moelle épinière est intacte. Vas-y, continue. D'autant que la moelle épinière est intacte. Oui, absolument. Bon, et on a récupéré la vidéo, vous voyez, c'est magique, ça arrive, on va pouvoir la passer dès maintenant. Je m'appelle Marc Gauthier, je suis de la maladie de Parkinson, que j'ai depuis mes 36 ans, ça fait 25 ans. J'ai été contacté par l'équipe pour faire l'étude. Au début, j'ai dit non, parce que ça prenait 4 mois. 4 mois de travail, c'est pas facile. Puis après, j'ai dit oui, parce que je me suis dit, c'est peut-être une chance. At the beginning of Parkinson's disease, you have movement disorders like rigidity, tremor, that respond pretty well to medicines like dopamine, and then eventually people receive deep brain electrodes in order to improve their condition. Many years after the onset of Parkinson's disease, we observe other problems. In an advanced stage of the disease, we often see people having trouble walking. They have imbalance, freezing of gait, leading to frequent falls. Instead of focusing on the region of the brain that are deprived of dopamine, we thought that we could focus on the spinal cord, that ultimately is responsible for the activation of leg muscle in order to walk. My role was to implant electrodes on the top of the spinal cord that are linked to a neurostimulator located under the skin in the region of the abdomen. Then, when everything was closed, we start programming the stimulator in order to apply this electrical stimulation to the spinal cord of Mark, and he starts walking better. After a few months of rehabilitation, supported by the stimulation, Mark regained the ability to walk independently. Currently, he's using the stimulation throughout the day in order to improve his walking capacities. Ça me permet de mieux marcher. Ça me permet de faire par exemple 5 km sans m'arrêter. Rentrer dans un ascenseur, ça a l'air bête. Pour moi avant, c'est impossible. Je patinais, je frisais comme on dit. Je faisais du freezing. Là, j'y rentre tranquillement, sans aucun problème. Of course, we need to calibrate expectation. This is only one participant, and we don't know whether all the individuals with Parkinson's disease will respond to the therapy. But we are committed to first develop a purpose-built technology with Onward Medical, really adapted to people with Parkinson's disease, and to test this intervention soon in 6 additional individuals with Parkinson's disease, supported by the Michael J. Fox Foundation. Oui, quand je vous écoute, Grégoire, dans cette interview, vous expliquez bien que c'est pour le moment un cas d'espèce et que le but maintenant est de le tester sur un plus grand nombre de patients, de voir de quelle façon il se comporte, c'est ça ? Absolument. Jocelyne, c'est quand la prochaine opération ? Alors Donc on est en train de sélectionner les prochains. D'accord. On a 1 ou 2 candidats qui se profilent. Bon. Mais on a absolument envie de savoir si Marc est l'unique ou s'il y en a toutes les personnes qui auront cette thérapie répondront tout aussi bien que lui. Une question que je me pose quand je vois ces vidéos, c'est la durée de vie du dispositif. J'imagine qu'il y a une petite batterie à l'intérieur, c'est ça, pour activer ? On sait ?
Alors, elle est rechargeable. Ah, bah c'est super. Par induction, c'est ça? Je me mets sur le chargeur de mon téléphone et ça fonctionne? Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, en fait, une fois par... Enfin, en fonction de l'utilisation, il y a besoin de plus ou moins fréquemment de recharge. Bon. Alors, il y a des questions qui tombent, hein, ne vous inquiétez pas, elles tombent sur la tablette, je les poserai en temps donné. Petite question, Alexandre, sur le potentiel de Parkinson en termes de patients, vous l'avez déjà évalué? On sait que c'est un peu tôt, on a compris quand on écoute Grégoire et Jocelyne. C'est encore un peu tôt, donc on n'a pas vraiment communiqué dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un marché encore plus grand, encore plus significatif que les lésions médulaires, les lésions de la moelle épinière. Mais comme on l'a vu, chez Onward, aujourd'hui, il y a un tel besoin chez les patients blessés médulaires qu'aujourd'hui on se concentre vraiment dans un premier temps là-dessus, mais on voit que notre technologie fonctionne aussi pour d'autres populations, donc on a envie de leur permettre d'en bénéficier en utilisant ces technologies. L'avantage, c'est qu'il y a peu d'adaptations nécessaires par rapport au dispositif qui rétablit la marche des paralysés dues à une lésion de la moelle épinière pour l'appliquer aux gens qui ont la maladie de Parkinson. Oui. Bon, ça c'est effectivement précision intéressante. Alors on a parlé de ARC-EX, on a parlé de ARC-IM, alors je le fais à la française, pardon, peut-être je peux le faire, voilà, ARC-BCI, ça aussi c'est votre troisième dispositif. BCI. BCI en français, voilà. BCI, donc c'est Brain Computer Interface, donc interface cerveau-machine ou interface cerveau-ordinateur en français. Alors ça y est, on essaye, on est vraiment dans la science-fiction comme le disait la présentatrice au journal télé américain. Voilà, d'ailleurs c'est le dispositif qui a été montré dans la vidéo tout à l'heure. Dans la première vidéo qui a été montrée. Et effectivement, là, c'est une combinaison de 3 étapes. On parle de penser, décoder, bouger. Donc penser, en fait, c'est la personne pense à l'origine, l'intention de bouger elle sort du cerveau et elle est en fait enregistrée par un implant au niveau cérébral. Ça, c'est la première étape. Cette intention de bouger, elle est ensuite transmise un dispositif, un système de décodage, que vous voyez ici représenté par le programmateur, la tablette, qui, grâce à l'intelligence artificielle, décode cette intention et la traduit en instruction pour engendrer le mouvement. Impulsion électrique, c'est ça, enfin, grosso modo. En fait, c'est le même système de stimulation qui rétablit la marche. La seule différence, c'est plutôt que d'être contrôlé de l'extérieur par des capteurs qu'on met sur les jambes, là, c'est contrôlé directement par le cerveau. Mais sur ce point, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la troisième partie, la partie bouger, elle se fait via notre dispositif ARC-IM, qui était le dispositif dont on vient de parler. Et donc en fait, là, c'est vraiment la combinaison de ce système ARC-IM avec cet implant cérébral qui crée cette troisième plateforme en fait, qu'on appelle ARC-BCI. Jocelyne, Grégoire, quand j'écoute Alexandre, c'est le dispositif le plus ambitieux, ça, non? Là où on touche le plus près à la technologie de pointe. Je me trompe ou pas, Jocelyne? Je trouve que c'est quand même ce qui fait le plus rêver, parce que là, un peu, on a le droit de le dire. On n'influence plus la pensée du patient, Lui-même veut marcher, il pense à faire un mouvement plus long, plus court, monter une marche. L'intensité ensuite de la stimulation dépendra de sa volonté. Donc c'est extrêmement adaptable. Donc en soi, c'était notre rêve d'y accéder. Et c'est pas venu du jour au lendemain non plus. Non, il y a un long travail qui a été fait sur les rongeurs, etc. Et puis, l'avantage de ce système aussi, c'est qu'il n'est pas dépendant de fibres résiduelles. C'est-à-dire que même une lésion qui va être complète de la moelle épinière, on peut la contourner avec ce pont digital entre le cerveau et la moelle épinière. Et c'est le grand moment qu'on a vécu la semaine dernière. Tu veux nous raconter, Jocelyne, le cas de la patiente que tu as opérée? Parce que combien on a de patients implantés avec ce dispositif? C'est peut-être utile de le rappeler. Alors, pour l'instant, 3. 3, d'accord. 3. Mais pour bien remettre dans le contexte, comme disait Grégoire, il y a eu un long développement avant chez l'animal. Et puis, à un moment, on s'est dit, en tout cas dans notre expérience, on avait initialement fait les débuts de ces enregistrements avec des électrodes qui étaient pénétrantes dans le cerveau. Et là, on s'est dit, chez l'homme, on ne veut pas des électrodes pénétrantes, parce que ça fait des tout petits trous, mais sur un cerveau intact. Et on comme le fait la compagnie d'Elon Musk, par exemple, Neuralink, pénètre le cerveau. Jocelyne ne voulait pas avoir des électrodes pénétrantes. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait un partenariat avec un groupe qui a développé des électrodes non pénétrantes. Et ce partenariat, on l'a fait justement, comme l'a dit Dave au début de l'intervention, avec le CEA à Grenoble, qui nous permet d'avoir ce dispositif que vous avez vu tout à l'heure, qui s'appelle WeImagine, et qui va être posé sur le cerveau. Donc on enlève un petit bout d'os, et puis on remplace ce petit bout d'os par l'implant, juste au-dessus du cortex moteur, celui où va être générée toute cette intention de marcher. Donc à ce moment-là, on s'est dit, on est prêt.
à le faire chez l'homme, à partir du moment où on avait quelque chose qui n'abîmait pas le cerveau. Premier test pilote, donc c'était un Hollandais qui avait une lésion sévère mais incomplète de la moelle épinière. Vous l'avez vu sur les images, il a récupéré un contrôle extraordinaire, c'est fascinant à voir. Et puis donc on s'est dit avec Jocelyne, est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça, à des lésions plus sévères, donc complètes, et 2 peut-être pour récupérer les fonctions du membre supérieur. Donc le premier participant, le pilote d'essai pour le membre supérieur, tu l'as implanté il y a à peu près 1 an. Absolument. Donc il a fait tout un programme de réhabilitation avec cet implant-là. Et là récemment, on a fait un deuxième qui a été annoncé récemment. Une dame qui a une lésion complète de la moelle épinière et puis qui va commencer sa réhabilitation avec le système qui a été implanté en une chirurgie en fait. On a pu tout mettre en une fois. Donc on va découvrir les résultats dans peu de temps. Et puis déjà un retour d'expérience quand je vous écoute sur le premier patient, 1 an, qui est assez important quand même pour avoir de la donnée. Alors non, le premier pilote d'essai a été implanté il y a presque 4 ans maintenant. Presque 4 ans. Et les signaux sont encore extrêmement stables. C'est bien mieux que toutes les autres compagnies, tout ce qu'ils ont observé auparavant, où les signaux, l'enregistrement cortical s'éteint dans le temps. Parce que c'est ce qu'on pourrait se demander, voilà, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un effet de seuil où ça marche moins bien, pour le dire de façon un petit peu simpliste. Le système d'Onward est extraordinairement stable. Et c'est vraiment le CEA de Grenoble, on fait un très bon travail avec le design de leur système. C'est extrêmement stable, et d'où les promesses de ce dispositif. Voilà pour la science. Et là, les gens qui nous regardent, qui sont sur Boursorama, se disent c'est super la science, la technologie, mais quand même, c'est aussi une société cotée. Et comment ça peut se passer d'un point de vue commercial? Parce qu'on sait quand on est une medtech, quelquefois, eh bien, on peut avoir une science incroyable et puis la partie commerciale, la montée commerciale, se faire, on l'a vu, homologuer, convaincre les cliniciens, convaincre les patients, les assureurs, notamment aux États-Unis, c'est plus compliqué. Dites-moi que vous avez déjà pensé à tout, Alex. Ça fait. On a pensé à beaucoup de choses, on continue à penser, c'est un processus permanent, mais on va y venir ensemble. Ce que je souhaiterais faire juste avant, c'est vous partager certains jalons que l'entreprise a réussi depuis le début de l'année, parce que je pense que c'est important aussi de donner une vue d'ensemble. Et en fait, si on regarde depuis le début de l'année 2024, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, tout simplement. Et je ne vais pas tout mentionner, mais j'aimerais revenir sur certaines choses, notamment en février, la 10e désignation de dispositifs innovants. Ce que disait Dave, 10, rien que ça, c'est vrai, et il a raison, on peut le dire. Certaines sociétés sont contentes, elles en ont 1, 2, là c'est 10. Exactement, et celle-ci était en plus pour le dispositif donc BCI, dont on vient de parler à l'instant. Ensuite, en mars, une levée de fonds de 20 millions d'euros, en partie via des investisseurs français, donc qui a permis d'étendre, en fait, de couvrir nos besoins de financement à un terme plus long, ce qui est important quand on est une entreprise pré-commerciale. En avril, et on va y revenir parce que c'est un élément extrêmement important, la soumission de notre demande d'approbation réglementaire pour notre premier produit, ArcEX, auprès de la FDA. En avril, ça on en a déjà parlé, donc on ne reviendra pas dessus, mais la publication des résultats de notre étude pivot Uplift pour ce produit, donc ArcEX, dans Nature Medicine, donc cette revue scientifique de premier plan. En juin, du financement également additionnel, cette fois via de la dette, jusqu'à 52,5 millions via un prêteur de premier plan aux États-Unis qui s'appelle Runway Growth Capital. Et ensuite, on va y venir dans un instant, donc aussi des échéances importantes en termes de durabilité, où on a montré nos progrès, les progrès qu'on a fait dans le secteur, et aussi une subvention récente de la part du plus grand groupe, la plus grande association de patients des États-Unis, la Christopher and Dana Reeve Foundation, pour le système BCI dont on a parlé tout à l'heure, donc qui a donné des fonds supplémentaires pour qu'avec nos partenaires, notamment le partenaire français que Jocelyne a mentionné tout à l'heure, CEA Clinatech, pour qu'on puisse continuer à faire des implants. Bon, il y a cet accord de la FDA sur ArcEX qui est attendu. Et puis alors, quelqu'un a pensé à Dave en posant une question, parce qu'il l'a posée en anglais, je vais la poser en anglais et en français. Comme ça, voilà. What is the probability that the FDA approval will be granted and when do you expect it at the earliest to happen? Alors, si je la traduis en français, c'est selon vous, quelle est la probabilité pour que la FDA accorde cette autorisation de mise sur le marché? Et si oui, quand est-ce que ça pourrait se passer le plus tôt possible? Déjà, je peux me permettre un
élément de réponse avant nos invités, c'est qu'on n'a pas forcément un ratio de probabilité d'acceptation de la FDA comme ça, sinon ce serait facile. Mais je vous laisse la parole. Well, merci pour le commentaire. I think so. We've been guiding consistently that we expect clearance from the FDA in the fourth quarter. Voilà, 4e trimestre 2024. Exact. Voilà. We submitted the dossier in early April. Typically, it requires 8 or 9 months. Voilà. Therefore, we expect clearance late this year. Ce que dit Dave très simplement, c'est que le dossier a été soumis en avril. La FDA, elle prend 8 à 9 mois pour se prononcer. Ça vous donne une indication. Elle ne donne pas une date précise ni une heure précise à laquelle elle va rendre son verdict. Donc, en tout cas, c'est maintenant programmé pour la fin de l'année. Un mot que vous vouliez ajouter là-dessus, Alexandre ? C'est tout bon. Ouais. On peut regarder maintenant le profil financier de la société. Dave l'avait évoqué, notamment une belle couverture des analystes. Et Dieu sait que c'est pas si facile là aussi quand on est dans le secteur des medtech. Ouais. Il y a un petit peu moins de couverture qu'avant. Et puis, une belle base actionnariale, si je puis le dire, comme ça. Exactement. Je vais commencer par là, parce que comme vous le voyez sur la gauche là, de l'image ou de la slide, une belle base d'actionnariat avec certains des fonds, des grands fonds dans le secteur de la santé, notamment EQT, Life Sciences, EQT en français. Donc c'est le groupe de private equity suédois, si je ne m'abuse. Ouais. Et tout à fait. Et donc aussi la Christopher and Dana Reeve Foundation, donc cette association de patients dont on a parlé tout à l'heure, qui a investi dans l'entreprise. Je souhaiterais aussi passer un petit moment pour souligner 2 investisseurs français, parce que c'est important, notamment AXA et BNP Paribas Asset Management, qui nous ont accordé leur confiance. Et après, voilà, une structure aussi de capital diversifiée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec aussi de la dette qui a été ajoutée justement pour avoir plus de flexibilité dans les sources de capitaux. Bon. Aussi, le bureau famille Onassis et Porsche. Oui, il y a une originalité parce que les gens se disent mais pourquoi je vois l'écusson Porsche ? Alors c'est pas le Porsche le constructeur automobile, Alexandre, c'est Porsche Family Office. Voilà, le Family Office de Porsche qui aussi est capital dans Onward. Tout à fait. Et sur sur les brokers ou les analystes, comme vous le mentionniez, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une couverture très favorable. C'est plutôt unanime, on peut le dire. 5 recommandations favorables, et donc on en est très content. Et là, vous voyez effectivement 2 cotations, bientôt 3, mais on va y revenir. On va y revenir, et puis c'est important aussi, c'est de regarder ces aspects, notamment d'investissement durable, responsable. Là aussi, Onward est bien noté, Alexandre. C'est un sujet qu'on prend très au sérieux chez Onward, même en étant une entreprise, on va dire, assez tôt dans sa vie d'entreprise, assez early stage, comme on dirait en anglais. On a réalisé l'année dernière une évaluation via l'un des organes les plus connus, l'un des organismes les plus connus, EcoVadis, qui nous a évalué parmi les 40%, les 40 meilleurs pourcents, le top 40% dans l'industrie. Et même depuis, donc, on a continué à faire des progrès, on a mis en place des nouvelles mesures, des nouveaux codes de conduite. Vous avez ici un lien vers notre rapport de développement durable pour ceux qui souhaitent plus de détails, mais quelques chiffres clés que je souhaiterais rappeler, c'est 88% de l'électricité que l'on consomme et que l'on achète vient de sources renouvelables, ce qui est significatif, et 45% des rôles de management, des rôles de supervision sont tenus par des femmes. Le terme que je cherchais, sont tenus par des femmes, ce qui est aussi un pourcentage par rapport à l'industrie qui est élevé. Bon, vous voulez faire un point aussi peut-être justement sur ce partenariat avec la Christopher and Dana Reeve Foundation ? Oui, tout à fait. C'est important pour vous, ça ? C'est au-delà du nom, bien sûr, qui va résonner pour le grand public, on peut le dire, peut-être dans le contact que vous avez avec les patients notamment ? Tout à fait, c'est une association qui nous aide énormément, qui, comme je le disais, est la plus grande association aux États-Unis pour les patients blessés médulaires et qui nous accorde son soutien. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc, non seulement, là en l'occurrence, c'était pour une subvention d'un point de vue financier, mais ça va bien plus loin que ça. Oui. Ça nous permet aussi de toucher les patients, d'avoir une reconnaissance, d'être connu en fait vis-à-vis des patients, ce qui va nous aider aussi, on y reviendra pour tout ce qui est déploiement commercial. Et là, en l'occurrence, donc cette subvention-là est pour notre système BCI, donc interface cerveau-ordinateur, 1,1 million pour Onward et ses partenaires,
et notamment dans les partenaires, il y a CEA Clinatech, on en parlait, qui est ce centre de recherche français basé à Grenoble, avec qui on est très, très content de collaborer. Et maintenant, comment va s'écrire la suite d'Onward, Alexandre? Quels sont les plans? Quelle est la stratégie? Alors, je vais vous parler un peu des plans commerciaux pour ArcX, parce que comme le disait Dave tout à l'heure, c'est vrai que, en tout cas, on se prépare à lancer commercialement. C'est le produit le plus avancé. C'est le produit le plus avancé. On se prépare pour un lancement commercial d'ici la fin de l'année 2024 aux États-Unis. Comme je l'ai dit, ce serait plutôt 2025 en Europe. Et donc ça requiert bien sûr beaucoup de préparation. Donc je vais vous en parler un peu. Ce que je souhaiterais faire dans un premier temps, c'est rappeler un peu à quoi ressemble le parcours d'un patient blessé médulaire aujourd'hui. Lorsque le patient lorsque la personne qui a une lésion de la moelle épinière est blessée, a une lésion, elle a donc une opération dans un premier temps. Ensuite, elle passe aux soins intensifs. Et elle a une phase de réhabilitation qui dure, ça dépend des cas, mais ça dure environ 3 mois, on va dire. Ce qui est important, c'est qu'après ces 3 mois, il n'y a plus grand-chose en fait. Et les patients sont, dans un sens, livrés à eux-mêmes. Et c'est là où c'est intéressant et où Onward intervient, c'est qu'il y a une phase qu'on appelle chronique après 12 mois, où finalement, on a donc des patients qui ont cette lésion depuis plus d'1 an, qui aujourd'hui n'ont pas de solution, pas d'alternative, et qu'Onward peut aider avec ces thérapies, et notamment, donc on va en parler avec ArcX. Bon. Ce qui est important de comprendre donc, pour le déploiement commercial dont on va parler, c'est l'importance des centres de rééducation. Et donc, ils seront vraiment au cœur de notre stratégie côté Onward. Pourquoi? Parce que, déjà, on va commencer par ArcX, donc le dispositif externe. Il y a 2 facettes de l'utilisation d'ArcX. L'utilisation en clinique et l'utilisation à la maison. Or, en clinique, forcément, ce sont les centres de rééducation qui achètent le dispositif et qui s'en servent sur un certain nombre de patients. Exactement. Donc c'est grâce à eux que vous allez aussi pouvoir diffuser votre produit en fait. C'est exactement ça en fait, Laurent, c'est que ces centres de rééducation vont exposer les patients à la thérapie. Et pour eux, c'est aussi intéressant parce que ça leur permet d'engager, en fait, de retrouver le contact avec certains de ces patients qui, comme on le disait, après 3 mois, ont perdu potentiellement le contact avec ces centres et ça les permet de les réengager et de les retrouver. Ensuite, c'est aussi important parce que ces mêmes cliniques, donc ces mêmes centres de rééducation, vont permettre de prescrire l'utilisation d'ArcX à la maison. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ce système-là que Dave vous a montré tout à l'heure, c'est un système qui est très simple d'utilisation, qui peut s'utiliser par le participant, le patient lui-même à la maison. Seul. Et donc vraiment, ce qu'on envisage, c'est que chaque personne ait chez elle son propre dispositif qu'elle puisse utiliser pour retrouver son indépendance. Et ensuite, là où c'est aussi intéressant, donc ces centres de rééducation, c'est que ces centres peuvent servir aussi de base pour référencer aussi dans le futur ou faire le lien avec des neurochirurgiens. Maillon indispensable quand je vous écoute. Pour l'implantable. Ça veut dire qu'il faut bien les sélectionner, ces centres. Il faut les trouver, il faut bien les choisir. Comment vous faites ça? Que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs. C'est vrai, il faut bien les sélectionner, il faut les connaître. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait un travail pour déjà comprendre combien il y en a, en tout cas combien on en ciblerait, et dans quelle séquence en fait. Parce que bien sûr, on ne peut pas cibler tout le monde en même temps. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a, on va dire, 500 cibles primaires, donc, en termes de centres de rééducation. Donc, on estime qu'il y en a environ 450 aux États-Unis qu'on répartit en 6 territoires. On y reviendra. Et en Europe, environ 80. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 450, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est assez... Faut couvrir les États-Unis, quoi. Donc, effectivement, on se dit que c'est pas tant que ça. Exactement, c'est ça. C'est pas tant que ça. Et surtout, en fait, sur ces 450, il y en a 75 qu'on considère clés, en tout cas dans un premier temps, à cibler. Et c'est pour ça qu'en fait, si on regarde le séquençage qu'on va utiliser, dans un premier temps, on va vraiment se focaliser sur ces 75 premiers et qu'on connaît bien. C'est l'avantage aussi, parce que notamment dans ces 75, il y a une partie de ces centres qui sont des centres qui étaient dans notre étude pivot, dont on a publié, on l'a dit, les résultats plus tôt cette année. Donc, on les connaît, ils nous connaissent, ils connaissent la thérapie.
On a aussi le système des vétérans qui est extrêmement important pour la prise en charge de la thérapie et qui est donc aussi déjà au courant, qui a déjà, on va dire, la connaissance de la thérapie. Et il y a d'autres centres majeurs, et donc ces centres-là, avec, on va dire, entre 6 et 10 représentants commerciaux, on est capable de les cibler, donc très vite, avec une force de vente, on va dire, raisonnable. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi parfois le risque d'être obligé d'avoir une force commerciale qui est très grosse et qui peut parfois être compliquée à gérer par la suite. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que finalement, on peut le faire avec une force de frappe raisonnable. Bon, et je crois que vous avez aussi un partenaire, Glovel. Expliquez-nous comment ils s'inscrivent dans ce... C'est quoi? C'est un petit peu la logistique du dernier kilomètre, si je devais faire une image un petit peu parlante. Oui, c'est ça. C'est deux choses, en fait. Ils nous aident vraiment sur deux choses. Ils nous aident à la fois pour justement ce qu'on appelle le fulfillment en anglais, donc vraiment la logistique. La mise à disposition, j'imagine, également des produits. Même, on va dire, le stockage aux États-Unis, et puis en fait l'envoi aux différents clients. En revanche, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils nous aident sur l'aspect contractuel aussi, notamment vis-à-vis de la Veterans Administration, donc l'association des vétérans aux États-Unis, qui est un des organismes en fait de prise en charge pour les dispositifs tels que celui-là, et qui va nous permettre en fait de réussir à toucher une grande partie de la population. Et on peut penser aussi justement les vétérans, pour certains qui ont été blessés, qui ont des problèmes de mobilité, peuvent être complètement concernés par ce type de solution. Exactement. Et cette association, donc Veterans Administration, prend très bien en charge ces dispositifs-là. Voilà pour cet aspect commercial, on y reviendra. Il fallait qu'on parle effectivement, parce que on peut aussi se demander quel est l'écho d'Onward dans le milieu médical, comment vos pairs vous considèrent. Je crois que c'est plutôt pas mal en fait. Plutôt pas mal. Je vais juste donner la citation d'une personne. Vu la modestie des deux cofondateurs, en souffrir. Vous savez, les scientifiques sont souvent très durs les uns avec les autres. Bon. C'est un milieu. Bon, là, la citation qu'on voit est plutôt sympa, Grégoire. Parce que là, on passe dans les gens on appelle les stakeholders, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par la thérapie, comme Brigitte, qui était professeure pendant longtemps de réhabilitation pour les paraplégiques, qui est elle-même paraplégique, qui est la présidente de la fondation de paraplégiques française, qui s'appelle l'IRM, et puis donc qui a vu ce système de stimulation se développer et qui est extrêmement intéressé, enthousiaste à l'idée de l'avoir en France pour ses patients. Et les médecins sont très contents de voir venir ce type de technologie. Vous sentez une curiosité, Jocelyne? Absolument. Un intérêt, On voit dans tous les nouveaux congrès, donc c'est une nouvelle thématique qui s'ouvre, qui était jusqu'à présent inexistante, et je pense que vraiment il y a un intérêt. Comme tu disais, donc Jocelyne s'occupe de la neurochirurgie fonctionnelle. Il y a le congrès de neurochirurgie fonctionnelle, qui fait partie du comité d'organisation. La réhabilitation n'existait pas. Maintenant, c'est devenu une nouvelle thématique, vraiment. C'est vrai que si vous voulez, moi qui ai un certain âge déjà, ça ne se voit pas. je suis vraiment née avec l'idée que des personnes qui avaient une lésion de la moelle épinière resteraient en chaise roulante toute leur vie. Et puis, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué pendant mes études de médecine, pendant une grande partie de ma carrière. Et là, pour la première fois, on sent un tournant arriver. On sent qu'il y a une possibilité, même dans une situation chronique, et probablement encore pas pour atteindre la perfection, mais on sent qu'il y a quelque chose qui change. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Changement de paradigme. Peut-être que d'ici quelques années, dans les facultés de médecine, on dira que vous êtes paralysé à cause d'une lésion de la moelle épinière. Il y a une technologie qui peut vous permettre de rebouger. Changement de paradigme. Plus près de nous, on va parler un petit peu calendrier, Alexandre. Et puis avec cette date, elle arrive demain, voilà, on peut le dire. C'est la cotation d'Onward sur Euronext. Paris, je l'ai dit, il était déjà sur Amsterdam, Bruxelles, il manquait quand même Paris. On est quand même content de voir cette société aux racines françaises enfin être cotée sur Euronext Paris. Nous qui sommes tous les deux français, on est extrêmement contents de voir Onward devenir la bourse de Paris. On se réjouit. Non, c'est vrai, tout à fait. C'est pour demain et effectivement, on en est tous très contents de pouvoir l'annoncer. On a comme vous l'avez rappelé, Laurent, on a des racines françaises très fortes, des cofondateurs français,
l'un français, l'autre franco-suisse. On a plus de 25% de nos employés aujourd'hui qui sont français. C'est très significatif. On a une collaboration étroite, comme on l'a rappelé plusieurs fois aujourd'hui, avec le CEA Clinatech à Grenoble. Et pour nous, c'est aussi, au-delà de donc, formaliser cette relation spéciale, c'est aussi l'opportunité, on va dire, de se rapprocher des investisseurs français. Oui. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaitait faire et on est très content de l'annoncer. Vous sonnez la cloche demain chez Euronext ? Ah bah oui, on ne va pas manquer ça. Bon, ben voilà. C'est un grand moment, mais on avait aussi récemment rencontré M. Macron avec Jocelyne. Oui. Et on avait parlé justement de l'implantation en France. Vous savez, il est très connecté avec quelqu'un qui a sa fille a des problèmes de paralysie. D'accord. Donc il y a eu tous des centres en France justement pour apporter la technologie plus avancée pour la réhabilitation, surtout des systèmes robotiques. Donc on avait parlé de la possibilité d'apporter ces nouveaux systèmes de stimulation. Donc il y a des discussions en cours aussi avec la France pour accélérer justement la mise sur le marché français de ces dispositifs. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc tout près de nous, demain, c'est la cotation sur Euronext Paris. Mais ce ne sont pas les seuls rendez-vous que vous tenez à donner aux investisseurs, Alexandre. Il y en a beaucoup. Il y en a. Allez, on va mentionner les plus importants. On va mentionner les plus importants. Ouais. Bien sûr, l'approbation réglementaire qui est attendue au dernier trimestre. Voilà. Dave l'a dit très bien. Voilà. Du coup, les premiers revenus qui suivront. Le début de notre étude pivot pour le deuxième produit, le produit donc Archiem implantable. Ça, c'est prévu pour début 2025. D'accord. Très rapidement, à peu près combien de patients pour cette étude pivot ? 70 environ, pour avoir disons, un résultat suffisamment statistiquement pour se lancer. On a eu des très bonnes discussions avec la FDA qui sont très soutenants, qui ont apporté leur feedback. Donc on est confiant qu'on va pouvoir lancer un bel essai clinique. D'accord. Et ensuite, au niveau BCI, forcément des implants additionnels, donc d'autres opérations, donc d'autres patients qui pourront bénéficier du système. Ben voilà, on est au bout de cette présentation, Alexandre, si j'ai rien oublié, et on va pouvoir prendre les questions. Il y a des questions qui ont été enregistrées au moment de l'inscription, on va en parler bien sûr, et puis il y a des questions qui sont tombées en direct. Il y a une question d'Ilami qui est très intéressante parce qu'on n'a pas parlé argent, pas tellement, c'est vrai, et c'est bien parce qu'on a parlé bénéfice du patient et c'est le plus important. Mais il nous demande, merci pour ce live déjà, Ilami, et il nous dit, est-ce que vous avez une idée du tarif de ces traitements ? Ben oui, parce qu'il faut parler un peu du prix du traitement, et peut-être aussi de la façon dont le remboursement va s'envisager dans les différents pays. Oui, tout à fait. Donc plutôt sur l'aspect remboursement, il y avait à la fois, combien aujourd'hui, si je devais demain avoir un implant comme celui-là, combien est-ce que ça coûte pour le patient ? Oui, donc déjà un peu sur l'aspect prix, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le coût de la paralysie pour la société. C'est ça, oui. Quelque chose d'extrêmement élevé et je pense qu'il est important pour remettre les choses en perspective. D'après les chiffres du Centre national statistique de la moelle épinière aux États-Unis, on est sur l'ordre de grandeur d'environ 3 millions d'euros sur une durée de vie d'une personne paraplégique, 5 millions d'euros pour une personne tétraplégique. Ce sont des coûts extrêmement élevés et donc il y a vraiment on va dire un intérêt pour le système de santé de réduire ces coûts avec des thérapies nouvelles en fait qui peuvent aider à augmenter l'indépendance des personnes blessées médulaires. Pour ArcheX, on a annoncé pour l'instant le prix aux États-Unis qui est de $40 000, qui est en fait dans la fourchette de ce qu'on trouve pour les produits, on va dire, comparables qui sont utilisés dans les centres de rééducation. Alors, comme on a dit, il n'y a pas d'autres thérapies comme celle d'Onward, mais il y a des produits qui sont utilisés par des centres de rééducation. Et donc, si on regarde effectivement les fourchettes de prix, donc c'est positionné, on va dire, très, très en ligne avec ce qui se fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera choquant, on va dire, pour les centres de rééducation. En termes de remboursement, donc ça dépend, c'est différent dans chaque pays, dans chaque région. On va parler des États-Unis, puisque ça va être le premier marché. Parlons du coup des États-Unis. En fait, ce qui est intéressant pour nous aux États-Unis, c'est qu'on estime qu'on aura accès à 30% de la population dès le déploiement commercial, dès le lancement, grâce notamment au système des vétérans, dont on a parlé tout à l'heure, qui représente une grande partie de la population, aussi grâce à d'autres systèmes, notamment vous savez, des organisations caritatives ou les personnes qui sont capables de payer par elles-mêmes. Ensuite, on va utiliser, on va dire, ces
ces premières années, où déjà 30%, c'est un nombre de personnes déjà considérable, on va utiliser ces premières années pour générer des données additionnelles qui vont nous permettre justement ensuite d'obtenir un remboursement plus élargi, on va dire, de la part notamment des, ce que vous connaissez sans doute, qui sont les Medicare, par exemple, Medicare, ou les private payers, les assureurs privés. Et donc ça, on s'attend à ce que ça vienne plutôt autour de 2-3 ans après le lancement, pour monter, on va dire, jusqu'à 75% du coup de la population éligible, et ensuite, sur une troisième phase, passer sur les personnes restantes. Bon, très clair pour cette réponse. 2 questions plutôt médicales pour nos cofondateurs. Camille nous dit, est-ce indiqué pour des patients avec une lésion médulaire complète ou incomplète? Et j'ai un petit peu près la même. Quel est le type de lésion, SCI complète ou partielle? Et puis cette dernière, je vous les livre en groupe. Encore dit l'ami, bonsoir. Est-ce que le traitement sera aussi applicable aux blessés médulaires de plus de 10 ans et non complets? Je pense avoir entendu des éléments de réponse, mais ça va être important que vous le redisiez tous les deux. Alors, complet et incomplet. Ouais, ça. De plus de 10 ans, c'est possible aussi. Ouais. Donc nous, la seule chose qui est importante, c'est que ces électrodes qu'on met sur la moelle épinière, elles doivent être sur une moelle épinière intacte et qui est responsable de la mobilité des jambes. Donc c'est environ les 6-7 derniers centimètres de la moelle épinière qui sont responsables de la mobilité des jambes. Okay. Donc toutes les lésions qui sont très très basses... Pardon, j'ai une question complètement idiote. En bas ou en haut? En bas. En bas. Donc c'est vraiment la moelle lombo-sacrée, donc vraiment le bas. Au milieu du dos. Exactement. Donc s'il y a une lésion médulaire qui est très basse, là où on doit mettre ces électrodes, là c'est pas une indication. D'accord. Voilà. C'est une limite. Mais pour le reste, complet, incomplet, plus de 10 ans, c'est ce que disait Grégoire, c'est possible. Jusqu'à 34 ans, on a dans l'essai clinique ARC-X. Ouais, donc 34 ans, quelqu'un qui attendait un traitement, qui avait besoin d'une solution. Jocelyne a implanté un patient qui était le président de la fondation suisse de paraplégie, qui avait plus de 70 ans, et qui a bénéficié immédiatement de la stimulation aussi pour régler sa pression artérielle qui devenait insupportable. Oui. Je crois avoir vu une question à la régie, si on peut me la remettre, qui a disparu sur une cotation Nasdaq. Si vous pouvez me la remettre, elle a disparu, mais je suis obligé de vous poser une question tarte à la crème qu'a posée Bruno, et je suis sûr que vous avez dû l'entendre, mais des milliers de fois, alors 1001 fois. Simple question, et Elon Musk dans tout ça? Allez, c'est la 1001. Alors, juste pour planter le décor, si je puis dire, effectivement, vous le parliez avec les électrodes invasives, on fait forcément le parallèle entre votre système le plus avancé et Neuralink. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça va plus loin ou pas? Qui répond? Allez, je fais la partie médicale. Allez, Jocelyne. La partie médicale, c'est la partie qui me tient à cœur parce que justement, ce sont des électrodes pénétrantes. Oui. Et pour ça, alors pour le béotien que je suis, pourquoi ça ne vous plaît pas, Jocelyne? Parce que je l'ai fait beaucoup chez des animaux, si vous voulez. Et puis, alors, il y a 2 caractéristiques qui ne me plaisent pas. La première, c'est qu'on a un cerveau intact. On va mettre des petites aiguilles dans le cerveau intact. Donc, on peut créer potentiellement des lésions. Oui. Deuxième chose, c'est que avec une électrode, on enregistre une cellule, et si cette cellule, il y a une cicatrice qui se perd ou la cellule disparaît, il n'y a plus d'enregistrement. Donc, les signaux qu'on va enregistrer avec ces électrodes pénétrantes sont instables. Ah, oui. Donc, après certaines années, on doit changer l'implant. Pour en avoir changé, quelques mois après aussi, ça laisse un trou. Et puis, on va à un autre endroit. Vous voyez, donc ça, c'est la première partie qui ne me plaisait pas. Maintenant, il y a aussi des côtés positifs, Elon Musk. Non, j'allais dire, moi j'ai une relation d'amour et de détestation avec Elon Musk. Ce qu'il a réalisé, c'est extraordinaire. Et la technologie Neuralink pour enregistrer le cerveau est extraordinaire. C'est un petit bijou, ce système d'enregistrement sans fil, avec les problèmes dont parle Jocelyne. Et l'autre aspect qui est important à mentionner, c'est que Neuralink aujourd'hui lie le cerveau d'un patient jusqu'à maintenant avec un ordinateur. Oui. Ça, il peut se balader sur Internet, etc. Ce qui est génial. Onward n'est pas du tout sur ce marché. On est la seule compagnie qui essaie de rétablir le mouvement. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Notre but, c'est d'avoir une récupération naturelle du mouvement chez les patients. On est les seuls à pouvoir le faire aujourd'hui. Vous comprenez, Grégoire, que quelqu'un qui regarderait votre société se dit « c'est formidable, ce système d'implantation, il pourrait servir à autre chose. Voilà. Alors même clairement, ce n'est pas votre but. Mais nos partenaires de Clinatech, la Grenoble, utilisent leur système aussi pour le connecter à des robots, à d'autres systèmes. C'est-à-dire, ce système permet d'ouvrir un nouveau canal de communication digitale avec le monde. On l'utilise, nous, en priorité pour contrôler la stimulation, de sorte à rétablir le mouvement. Mais on peut faire d'autres applications. Pour en revenir à Elon Musk, finalement, le fait que ce soit quelqu'un qui a autant de pouvoir dans ce monde est quand même positif pour nous parce qu'on parle de ces traitements. Vous l'avez rencontré, Elon Musk? Non.
Elon Musk, on a rencontré Jeff Bezos. Pas mal. On a rencontré Jeff Bezos. Bon. Bon, ils ne sont pas forcément en concurrence quand on leur parle finalement. On se rend compte que c'est des gens qui... Il y a des convergences. Et c'est surtout... Ils ont les mêmes centres d'intérêt finalement. Ils essaient de résoudre les plus grands problèmes de l'humanité. Et c'en est un d'entre eux, la paralysie. On a fait quasiment 1 heure de webinaire sans parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui nous est passé par la tête? T'en as parlé. Un petit peu, mais justement, et je pense qu'il y a Gabriel nous demande quelle est la part de l'intelligence artificielle dans vos solutions, notamment dans l'interface cerveau-machine. Est-ce que c'est un élément important, fondamental? Est-ce que c'est un nice to have ou est-ce que c'est fondamental? Bon, l'intelligence artificielle fait partie de notre vie quotidienne scientifique depuis 10 ans. Elle s'est intégrée dans tous nos développements et bien sûr que le décodage du cerveau, on utilise les mêmes processus que l'on voit partout de ChatGPT par exemple. Donc, nous on a créé BrainGPT. Okay. Donc en fait, on décode le langage du cerveau pour comprendre les pensées du patient et les lier à la stimulation. Donc on a les mêmes types d'algorithmes qu'on a brevetés avec Onward. Et puis on a aussi des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller comprendre comment stimuler. Parce que c'est aussi compliqué l'encodage de la stimulation. Si on veut que ce soit disponible pour des experts à travers le monde entier, qui le sont moins du coup que nos ingénieurs, il faut que l'intelligence artificielle aide à programmer la stimulation. C'est quelque chose que vous voyez comme quelque chose qui peut énormément vous aider dans les années à venir ou à la marge par rapport à tout ce que vous développez? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question en fait. L'intelligence artificielle est essentielle, ça fait partie encore une fois déjà de notre quotidien et fait partie des produits d'Onward parce que c'est ça qui va assister le clinicien qui n'a pas le temps, qui n'a pas l'expertise pour pouvoir lui faciliter la vie et permettre la programmation du système. Bon, réponse très claire. Tiens, on m'a retrouvé la question sur le Nasdaq. La prochaine, c'est le Nasdaq. Bah oui, tiens, jamais 304. Du coup, pourquoi cette cotation à la bourse d'Onward Euronext Paris? Alors, Nasdaq Paris. Ça, c'est pour CEO DevMore. Alors, Nasdaq next, Dave? It's certainly a possibility, Laurent. Okay. We want to go at the right time. Okay. MedTech companies do well on Not Nasdaq. too early. Yes, correct. When they have significant revenues, revenue growth, and predictability. Très When clair. we have those things, we'll be ready to migrate to Nasdaq. Indeed. Réponse très claire de Dave qui dit c'est bien d'aller au Nasdaq au bon moment quand on a de la visibilité, de la rentabilité, de la croissance. Il ne faut pas y aller trop tôt parce que ça c'est moi qui l'ajoute, la cotation Nasdaq ça représente un coût quand même donc il faut pas se louper. Alicia nous dit je vous félicite pour vos progrès, j'aimerais savoir combien de temps après cela vous pouvez commencer la rééducation et quand vous commencez à voir les effets de l'implant avec la rééducation physique. Je vous remercie pour votre réponse. C'est une des grandes passions de Jocelyne Bloch. C'est une question pour vous. C'est immédiat en fait. Bon, toutes les personnes qu'on a traitées jusqu'à présent étaient dans un état chronique, donc plusieurs mois après, voire années après la lésion. Et puis même ceux, comme Grégoire disait, qui plusieurs années après une lésion de la moelle épinière ont pu immédiatement être réhabilités avec ce système. Et d'emblée, on a pu voir des pas s'effectuer. Alors faire des pas avec un soutien, c'est pas pareil que de marcher dehors, donc ça demande un entraînement. Les muscles doivent grandir et puis il faut s'entraîner. Mais néanmoins, on peut très vite bouger avec cette stimulation. Donc ça, je pense que ça doit être magique pour les patients. Absolument. Voilà, quelques jours de sentir déjà les absolument. Et nous, en fait, avec Grégoire, on se dit toujours, ça serait tellement bien de commencer plus tôt. Parce qu'au moment où on a cette lésion de la moelle épinière, quand tout notre système est encore intact, nos muscles sont encore grands et puis ils n'attendent qu'une impulsion exactement, c'est là qu'on devrait commencer. Donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi prochainement parce qu'on estime, en tout cas on l'a vu chez l'animal, que si on commençait très tôt après une lésion, on était encore meilleur. C'est quelque chose aussi que vous regardez dans vos essais cliniques parce que ça peut aussi influer sur les résultats d'essayer d'avoir des patients qui... Mais c'est compliqué peut-être, je pense. Alors, dans un premier temps, on était contraint d'avoir justement des patients qui ont des lésions chroniques, qui ont atteint un plateau, ce qui fait que s'ils s'améliorent, c'est forcément à cause de la thérapie. Maintenant, on arrive à un stade où, comme le dit Jocelyne, on peut intervenir très tôt pour vraiment comprendre l'impact total de la thérapie. Et on connaît tous les mécanismes moléculaires sous-jacents sur les animaux. Bon, eh bien voilà pour cette réponse. Est-ce qu'on a répondu à la plupart des questions en régie ou y a-t-il encore des spectateurs qui auraient des interrogations? Eh bien, on me souffle dans l'oreillette que nous avons répondu à la plupart des questions. Merci beaucoup à nos 4 invités. Thank you so much, Dave, for being with us tonight. J'espère qu'on a effectivement répondu à toutes vos questions pour ce Bourse Live Onward avec vraiment les belles perspectives et les belles ambitions de cette MedTech qui, dès demain, sera cotée sur Euronext Paris. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée et à très bientôt.